Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Le principe de l'interview est le suivant. Comment la réussite d'une aventure dans le e-commerce passe par la capacité à exécuter les tâches et à sortir de sa zone de confort. L'idée est d'être très concret en parlant de l'évolution de l'aventure de notre invité selon les 3 phases de développement, lancement, croissance, maturité. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Gosset, le e-commerce manager Europe de chez SC Johnson. Olivier, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour, effectivement Olivier Gosset. Premièrement, je suis originaire du Nord. Un ch'ti. Un ch'ti, pas bien loin en fait de l'épicentre, d'un des épicentres de l'e-commerce français, qui regroupait à l'époque notamment La Redoute, qui était ma première école. Donc depuis par contre un certain temps en Suisse pour différentes fonctions e-commerce, avec différents scopes géographiques. J'ai été donc formé à l'école de La Redoute avec un profil un petit peu peut-être atypique dans le monde de l'e-commerce, puisque mon premier job était data miner, ce qui s'appelle aujourd'hui data scientist, et que pour une fonction commerciale type e-commerce, c'est pas très usuel d'avoir un profil de statisticien, on va dire, ou de mathématicien appliqué qui vient assez vite. Au bout de 18 mois, en fait, j'ai été promu au niveau e-commerce pour la première entité pour laquelle j'ai travaillé, qui était La Redoute Suisse. Voilà. Et puis après, ayant travaillé pour différentes catégories, on y reviendra, j'ai pu découvrir pour Suisse, pour France et avec un scope Europe, on va dire différentes facettes du monde de l'e-commerce. Donc ça veut dire que tu as un background académique qui n'est pas du tout celui usuel d'école de commerce comme on peut le voir souvent dans le secteur du e-commerce. Je crois savoir que tu as un parcours universitaire. Oui, Université des sciences de Lille, Lille 1. Avec un diplôme de mathématiques appliquées, statistique marketing. D'accord. Voilà. Et, d'accord. Et en fait, habituellement, un diplôme comme celui-là, il mène vers quoi ? Il mène vers différentes fonctions, très différentes les unes des autres. Certains de mes copains et collègues sont allés vers la finance, d'autres sont allés vers l'industrie, le nucléaire par exemple, faire du trading d'électricité. Voilà, typiquement une application. Et le troisième tiers, c'est ceux qui se destinent au marketing. Alors c'est parfois dans des compagnies d'assurance, profiling, segmentation des clients des compagnies d'assurance ou des banques. Toujours lié à la donnée. Voilà. Et j'aimais bien la mode et j'aimais bien ce qui était sur des catégories porteuses comme celle-là. Et je me suis dirigé, étant juste à côté de La Redoute, ils ont recruté à l'époque un coopérant pour la Suisse. Et j'ai été recruté pour ce poste de coopération à l'étranger. Donc tu n'as pas commencé à Roubaix-Blanchemaille, mais directement en Suisse. Alors si, parce que il y a un petit filtre avant d'être exporté. Il y a un petit check-up et j'ai passé un bon 6 mois en fait au sein des études statistiques de Roubaix, donc du siège, La Redoute France, pour faire des premières analyses de segmentation, d'analyse du retour sur investissement, etc., etc. D'accord, donc c'est comme ça que tu arrives en Suisse. Tout à fait. Et en arrivant en Suisse, tu découvres un nouveau pays, probablement une nouvelle culture. Même si tu es au sein de la même entreprise, c'est probablement pas tout à fait pareil que ce qui se passe à Roubaix. Quelle est ta mission en arrivant en Suisse ? Quels sont les enjeux qui se présentent à toi ? Alors premièrement, je pense que c'est important, c'est une création de filiale. Elle avait à peine 6 mois, donc c'était un peu le Far West pour le pays qui était la Suisse, qui venait d'être ouvert. Et donc on m'a fait venir pour mener toutes les études qu'on appelle fichiers clients, c'est-à-dire vraiment les études de segmentation, de fidélisation, lifetime value sur la prospection, donc l'acquisition des nouveaux clients. Là, on est en quelle année ? 99. 99, ouais. Donc on est encore principalement sur un canal de distribution qui est le catalogue avec La Redoute ? Quasi 100%. D'accord. Pas de magasin en Suisse, donc une liaison avec le client final qui est forcément distante, mais qui est à base de data. On y reviendra, je le pense, après dans l'interview. Et donc avec une utilisation extrêmement forte de toutes les données transactionnelles qu'on avait déjà à l'époque pour focaliser sur les clients qui vont recevoir ce catalogue. On y reviendra aussi, on a commencé à capter des signaux faibles concernant l'e-commerce. Donc ça, c'était vers les années 2000. On parle de 2% du chiffre d'affaires à ce moment-là. On reviendra où on était après 5 ans. Ça a fondamentalement changé, ça a vraiment profondément changé la société, parce que voilà, le groupe PPR qui détenait à l'époque La Redoute a senti en fait le vent tourner vers le canal e-commerce vers ces 2000-2001. Et en fait, la Suisse a été le dernier site marchand autorisé à être relancé. Et j'ai eu la chance et la confiance de mon directeur général pour prendre ce poste et attaquer, je dirais, vraiment de manière énergique ce marché.
Donc tu arrives en Suisse, tu fais une partie de ton temps sur les données liées aux clients. 18 mois. 18 mois. Et au bout de 18 mois, donc 2000-2001, donc quelque chose comme ça, tu prends de nouvelles responsabilités autour de l'e-commerce. Oui. Et là, tu ouvres, donc il doit y avoir une roadmap monde dans le déploiement du site de la Redoute en Suisse, le dernier de la roadmap. Tout à fait. Peut-être que d'ailleurs tu as bénéficié des erreurs des déploiements dans les autres pays. Souvent c'est le cas. Le dernier déployé, ça se passe un peu mieux parce que on apprend de ces erreurs et des déploiements précédents. Comment ça se passe? Donc, parce que là, tu es tout seul, tu as une équipe. Comment ça fonctionne? Non, au démarrage, on est seul en fonction, mais c'est absolument passionnant à vivre. C'est une très très belle aventure. On est seul au niveau local, mais effectivement, on est loin d'être seul. Avec l'organisation, il y avait les headquarters de la Redoute France, qui était vraiment le vaisseau amiral, que ce soit en termes de vente, en termes de fonctionnalité. La plateforme e-commerce était développée par la Team France, qui était déjà beaucoup plus en termes de benchmark avec nos concurrents. On observait un peu ce qui se faisait. Ne serait-ce qu'en termes d'organisation, c'était beaucoup plus costaud déjà à l'époque à Roubaix par rapport à nos grands concurrents. Donc plus de monde, un focus beaucoup plus fort sur le canal e-commerce. Hormis la France, il y avait les US, UK, la Suisse, qui étaient les 3 followers, donc qui ont bénéficié effectivement de la plateforme qui était développée, enrichie en permanence, nouvelles fonctionnalités. Et l'objectif, notamment au niveau suisse, c'était de l'adapter. On parle de moyens de paiement, on parle de logistique. Donc la localisation du site sur la Suisse. Voilà. Tout bêtement, les moyens de paiement en Suisse n'ont rien à voir avec la France. Rien à voir. Il y a une sorte de paiement sur facture que la France ne connaît pas, qui est on paye après avoir réception du colis. Comme en Allemagne. Voilà, comme en Allemagne. On a un deuxième point au niveau logistique. Il y avait quand même une douane à passer depuis la France vers la Suisse. Il y a un taux de retour supérieur à 50%, c'est pas du tout un taux de retour que la France connaît. Donc on a un circuit de seconde main à gérer, c'est-à-dire que bien sûr c'est... Attends, je mets une pause. Ça veut dire que vous aviez la plateforme front-end qui était gérée par toi, donc vous adaptiez probablement le site évidemment aux exigences suisses, mais peut-être aussi un peu de merchandising adapté au marché suisse, donc le catalogue est peut-être présenté de façon différente en Suisse. Oui, on avait déjà une sélection. On ne pouvait pas, dès le démarrage, proposer l'intégralité de l'assortiment. C'était vraiment absolument infaisable en termes logistiques, en termes même d'efforts. On est le premier projet PIM, donc Product Information Management, vraiment structuration de la base produit, qui était en 2002, qui était un projet international, où là on a commencé vraiment à industrialiser toute la donnée produit, et là ça a été vraiment un accélérateur fondamental, parce que notre principal problème, c'était pas de mettre 15 000 références en ligne, c'était juste de produire des contenus produits qui soient cohérents, qui soient riches, avec des photos, avec potentiellement des vidéos. Et multilingues, parce que multilingue, voilà. On est multilingue. Tout à fait, avec des catalogues qui se différencient entre pays, donc une page en France, on va dire page catalogue ou fiche produit, n'était pas forcément valable en Suisse. La Suisse, c'est bilingue minimum, c'est français-allemand. C'est pas trilingue dans la réalité des faits. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il fallait adapter au marché. Oui. Et en termes d'organisation, les produits étaient expédiés depuis la France. Tout à fait, au début. Après, on a mais on est au début, autonomisé la logistique, au début, donc on y reviendra peut-être. Ça veut dire qu'il y a effectivement le passage de douane qui peut être compliqué pour le consommateur. Oui. Parce que il faut déclarer les produits qui passent. Et la gestion des retours, potentiellement, peut aussi poser problème s'il faut les réexpédier dans le pays de destination. Oui. Comment vous faisiez ? Alors là, l'e-commerce n'avait pas de spécificité. La filiale suisse fonctionnait de manière globale. Donc nous, on héritait, on bénéficiait aussi de tout ce qui avait été construit, bâti pour la filiale en tant que telle. Donc on rejoignait le flux. Ouais. Alors, au début, on faisait 2%. Après, le premier objectif qui a été vraiment lié en fait au canal e-commerce, premièrement, il y a je pense une pensée stratégique forte du top management de la Redoute à l'époque, c'était de comprendre que le canal allait devenir extrêmement puissant. Aujourd'hui, c'est à égalité la première catégorie au niveau mondial de produits physiques. Ça faut garder en tête avec tout ce qui est électronique. Mais à l'époque, le premier feedback qu'on m'a fait quand je suis devenu e-commerce manager m'a dit « Mais Olivier, je n'achèterai jamais un t-shirt en ligne. C'est juste contre-intuitif, ça ne se produira jamais. » Et maintenant, avec le recul, je pense que ça fera sourire tout le monde. Ouais. C'est que tout le monde a compris. L'e-commerce, fondamentalement, c'est un service. C'est pas un produit. On vend de tout. On vend quasiment de tout en ligne. Il suffit d'aller
chercher ce qu'on veut, on va le trouver. Et peut-être une plateforme comme Amazon va vous montrer à quel point. Mais ce qui change, c'est le service qu'on est capable de délivrer à l'acheteur final. Donc finalement, ce déploiement s'est bien passé ? Oui, ça a été. C'est bien passé, premièrement, parce que les objectifs financiers étaient atteints. On avait à peu près 12 mois pour les atteindre, ce qui n'est pas énorme, mais ça s'est plutôt bien passé. Ça nous a donné le feu vert pour, on va dire, continuer l'aventure et là, accélérer. Quand on parle, là j'y reviens, de 2%, sans donner de chiffre précis, on va dire qu'on a très très vite décollé à plus de 20, 25, 35% du chiffre d'affaires global de la société. Donc là, il y a eu un énorme effet d'accélération, ce qui a vraiment profondément modifié l'organisation de la société. Cette accélération, elle a été pilotée comment en termes d'acquisition? En fait, les clients habituellement utilisateurs du catalogue sont naturellement venus sur le site et vous avez utilisé ce matériel, qui est le catalogue, pour faire la promotion du site. Vous avez eu en parallèle des actions d'acquisition avec les canaux habituels pour pouvoir recruter de nouveaux clients. Comment vous y êtes pris? Alors, oui, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que naturellement, on a essayé de bâtir un service fort, tout bêtement. Quand on commande par catalogue, on ne sait pas si le produit est disponible. On ne sait pas quand on va être livré. Quand on a payé avec ce modèle-là, que je ne vais pas expliquer en détail, on n'a pas confirmation, ce n'est pas de la carte de crédit qui est vérifiée et validée en temps réel. On n'a pas confirmation qu'on a juste payé comme il faut sa commande avec le montant net qu'on doit vraiment à la redoute. Tous ces aspects-là, on les a rendus possibles via l'e-commerce. Pourquoi ? Parce que passant commande directement en ligne, on a tout de suite un check en temps réel des stocks. On avait la possibilité de suivre le colis. À l'époque, ça paraît bête maintenant, mais à l'époque, vers 2001-2002, c'était assez radicalement nouveau. En tout cas, en Suisse, peu de concurrents le permettaient. Confirmation de paiement, etc. Tous ces services-là, on a construit une palette. Ça nous a permis deux choses. Premièrement, de convaincre fondamentalement nos clients qu'en fait, voilà, le canal était très très pratique et très puissant à utiliser, très simple. Deuxièmement, qu'ils auraient des services absolument exclusifs à passer par ce canal-là. Et on a pu, en complément de cette brique forte, et on l'a mesuré, parce que ce sur quoi j'aimerais revenir, qui est aussi un peu l'ADN que j'ai, et depuis je ne l'ai jamais perdu, c'est la satisfaction client. On ne peut pas avoir un taux de conversion en e-commerce, on ne peut pas avoir un business durable si on ne se base pas fondamentalement sur une satisfaction des clients. Donc si on ne livre pas en temps et en heure, si on n'a pas le bon assortiment, on n'a pas de la disponibilité en ligne, on a des paiements qui ne fonctionnent pas, cette brique-là fait qu'à 18 mois, je parlais des 12 premiers mois, on avait plutôt validé le modèle. Dans les 18 mois qui suivent, tout peut s'effondrer simplement parce qu'on n'est pas capable de livrer le service. Tu prêches un convaincu, c'est bien ce que j'essaye d'expliquer dans ce podcast, c'est que tout passe par l'exécution. Tu peux disrupter un marché si derrière, tu n'es pas capable d'exécuter correctement l'ensemble des opérations, tu ne vas pas générer de la satisfaction client. Et du coup, ça va finir par s'effondrer. C'est vrai que la façon dont tu exécutes, c'est clé. Surtout dans un service de vente à distance qu'est le e-commerce. Alors là-dessus, peut-être je peux donner un exemple assez concret. On a eu donc cette phase d'accélération qui a été vraiment, on parle de bonne croissance à 3 chiffres, mais même 3 bons chiffres, on va dire. Et on a eu un crash logistique. La demande a été tellement forte, période de solde. Maintenant, ça paraît. Raconte-nous un peu, parce que ça, c'est intéressant, ce genre d'événement. Le crash logistique, ça veut dire que c'est celui de la France ou c'est celui. Comment elle était toujours organisée? Voilà, on avait passé le cap, donc on s'était autonomisé au niveau logistique, c'est-à-dire qu'on avait des stocks locaux fournis par les stocks centraux et sur une période de solde d'été. Donc on va situer en juin. Il y a une telle demande qu'il y a eu un engorgement en fait du flux logistique, c'est-à-dire que des milliers de colis se sont trouvés bloqués dans les entrepôts. Avec une perte de visibilité d'ailleurs en termes. Attends, ça veut dire que les commandes arrivent dans le WMS mais ne sont pas traitées, ou ça veut dire que les commandes préparées ne sont pas expédiées? C'était plutôt qu'elles n'étaient pas préparées. Elles n'étaient pas préparées. Elles étaient bloquées à l'étape d'avant. Ouais. D'accord. Donc là, il faut premièrement apprendre, et tout le monde s'est retroussé les manches, absolument toute la société est devenue logisticienne, c'est-à-dire qu'on est tous allés faire des colis, moi-même, et je pense que garder le contrôle
contact. Je l'ai fait aussi au niveau du service client, en prenant des appels clients. Ouais. Au début de l'e-commerce, à l'époque, souvenons-nous, il y avait des cookies, personne ne comprenait à quoi ça servait. Et ça servait à conserver le panier. Et que ce soit au niveau du service client, au niveau de la logistique, quand on ne met pas un peu la main dans le moteur, on ne voit pas très très concrètement quelles opérations doivent effectuer chaque personne en stock, chaque personne au call center, et là on comprend mieux. Donc par rapport à ça, donc il y a eu un mois de période assez difficile, la société a un peu souffert. Par contre, on a... Je m'arrête parce qu'effectivement, un problème logistique, ça a une répercussion hyper forte sur le service client qui devient saturé, puisque... En plus. Oui, tout à fait. C'est l'effet de bord qui est pas marginal, oui. Et qui est très conséquent. Il est long à résorber, parce que tu as des tickets qui s'accumulent. Tu n'as pas forcément les ressources nécessaires pour les traiter, et l'été peut-être encore moins. Donc voilà, la logistique, c'est très concret ce que tu es en train de décrire. Un engorgement dans les entrepôts au moment de la préparation de commandes, ça a un effet quasi immédiat sur ton service client. Et alors là, c'est difficile pour les personnes qui répondent aux clients, parce que les clients sont tous mécontents et très mécontents, et on reste des hommes derrière ces téléphones à devoir répondre, et ça aussi, ça se gère. Complètement. Et là, ça anticipe mon prochain point. Ça m'est vraiment resté en tête. Je pense que là, dans ces cas-là, il faut vraiment faire preuve de transparence et d'humilité. Ça, c'est un fait, c'est qu'à toutes les personnes, parce qu'on a pu tracer par système tous ceux qui avaient subi un retard de livraison, une carte spéciale, on va dire, d'excuses a été envoyée à chaque personne impactée de manière très transparente en disant, voilà, on a fait une erreur, on la reconnaît, elle est réelle, vous l'avez vue, de toute façon, on ne peut pas la cacher non plus. Mais notre engagement, c'est que ça ne se reproduise plus. Et ça ne s'est jamais reproduit. En tout cas, jusqu'au moment, 5 ans après, j'ai quitté, ça ne s'est jamais reproduit. Parce qu'à partir de là, demand planning, vraiment l'anticipation des volumes, des volumes de commandes, des volumes d'articles, ça a été profondément, à partir du moment où on a des choses comme ça, ça permet de rediscuter avec le top management et dire voilà, maintenant on a touché du doigt vraiment la croissance du canal, on sait ce que ça veut dire, on va s'armer, on va se préparer. Donc là, tu es en train de parler de l'analyse après résorption du problème, oui. Comprendre pourquoi il y a eu cet engorgement et quelles étaient les actions à mettre en place pour que ça ne se produise plus. Complètement. Donc une meilleure coordination principalement entre la logistique, sur certains aspects l'IT et la fonction e-commerce, commercial pur. D'accord. Donc là, c'était au moment d'un pic de saisonnalité, les soldes. C'est vrai que c'est là où tout se tend, puisqu'il y a des booms de trafic. Il y a des booms de trafic. Donc là, finalement, tu restes, tu me dis, 5 ans à la Redoute, et à la fin de ces 5 années passées à la Redoute, le chiffre d'affaires du e-commerce représente quel pourcentage on parle d'un bon tiers. Un bon tiers. Un gros tiers. Un gros tiers. Tu sais si les marges sont les mêmes que dans la vente avec le catalogue ou Alors là, je ne peux peut-être pas divulguer trop de détails. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement pour ces sociétés-là, le canal e-commerce est supérieurement profitable à la moyenne. D'accord. De manière conséquente. Ok. Donc ça fonctionne bien. Tu pars. Pour quelle raison ? Parce que, alors, je pense qu'il y a un aspect, on va peut-être revoir sur mes différentes expériences, c'est que j'ai vraiment voulu toucher à différents business models de l'e-commerce, différentes catégories de produits. Donc là, j'ai travaillé dans la mode, qui était finalement a posteriori une catégorie plus facile, qui est devenue extrêmement concurrentielle, mais plus facile à vendre finalement. J'ai travaillé dans ce qu'on appelle photo finishing en anglais, c'est tous les tirages photos numériques, calendriers qu'on peut personnaliser, tous les objets personnalisables à base de photos digitales, où là j'ai connu une catégorie qui a attaqué de front un mur. On est passé de l'argentique, le vieil appareil photo, au numérique. Tous les services et tous les produits liés à l'argentique se sont effondrés en à peu près 24 mois. Donc les sociétés ont eu vraiment une mutation, mais accélérée. Beaucoup y ont perdu plus que des ailes, ou des plumes, pardon, mais ça a été très violent. Il y a eu des acquisitions, des regroupements de beaucoup de sociétés.
Oui. Alors, Donc c'était mon premier scope, et j'y viens maintenant, premier scope européen en fait. J'ai pu avoir une première responsabilité au niveau Europe pour une société qui s'appelait Photolabo à l'époque, et qui travaillait sur Scandinavie, Europe type Allemagne, Suisse, France et Benelux. Donc là, la motivation pour le changement de poste, de société, ça a été justement de connaître autre chose. Et voilà, tu avais fait ton temps dans un business model qui était celui de la Redoute, et que tu as contribué à faire évoluer en étant en charge du sujet e-commerce en Suisse. Là, tu passes sur un modèle très différent qui est voué à disparaître. À se renouveler. À se renouveler. Tu y restes longtemps ? À base d'acquisitions diverses et variées, non, j'y suis resté à peu près 2 ans. 2 ans. Parce qu'il y a eu des changements assez fondamentaux dans la société. Là, on est en quelle année à peu près quand on part ? 2005, 2007 quand je suis parti. Ce qui est intéressant, c'est que ça a pu croiser les deux éléments clés dont je parle, c'est la data et l'e-commerce, pour la première fois, je pense. C'est qu'en fait, la data a montré très très vite que les clients numériques, c'est-à-dire ceux qui adopter déjà les nouveaux usages serait à terme plus profitable. Et ces sociétés-là ont du mal à appréhender ce changement de paradigme total. Tout le monde pensait, ce qui était vrai sur certains aspects, le développement du tirage, on se souvient des pellicules, était extrêmement profitable. C'était quelque chose qui marchait très très bien. Par contre, comme c'était un comportement d'achat qui s'effondrait, il n'y avait pas de profitabilité à terme possible pour n'importe quelle société. Donc ceux qui ont survécu, c'est ceux qui ont le plus vite muté et qui ont le plus vite redéveloppé les services qui sont liés à je télécharge ma photo en ligne, je la plaque sur un mug, sur un calendrier, sur un agenda, où je veux. C'est très automatisé en termes de production, et ça c'est durable. Ça fonctionne, et surtout ça rencontre les nouveaux usages liés à la photo, aussi simplement que ça. Donc c'était très intéressant à ce niveau-là, et toutes les plateformes, j'ai géré sur les 2 ans le lancement de la nouvelle plateforme qui était full numérique, c'est-à-dire que c'était plus que des produits numériques qui étaient proposés, et après j'ai eu l'opportunité de passer côté agence. J'ai voulu connaître la gestion des projets e-commerce et des déploiements des stratégies e-commerce des marques, mais côté agence. Donc pendant 4 ans j'ai travaillé dans une agence pour marque locale, régionale, globale, dépendait de mes projets. D'accord. Donc voilà. Là, tu faisais quoi pour les marques ? J'ai pu travailler sur parfois des sites, un certain nombre de modèles, des sites e-commerce, parfois B2B, dans le domaine de l'eau notamment. C'est un business qui fonctionne assez bien en mode via le canal e-commerce en B2B. Beaucoup de sociétés qui ont besoin des PME qui ont besoin d'eau, de boissons, de manière très très fréquente et régulière. Donc il y a tout un tas de services qui étaient liés à ça. Un autre cas, c'était avec une société automobile, où là c'était plutôt, alors pas vraiment de l'e-commerce, c'était plutôt de la capture de lead, avec une vraie traçabilité de ce que devient le lead capté en ligne et qui atterrit chez un concessionnaire. Donc ça c'est très différent. Je garde le dernier cas qui était un peu l'environnement, parce que ça va préparer l'étape d'après, qui était le duo Nestlé-Nespresso, parce qu'en fait l'agence pour laquelle je travaillais gérait une certaine partie des sites e-commerce Nespresso, qui à l'époque, pour certains asiatiques, étaient passés sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Magento, très connue depuis pas mal d'années maintenant, et ça a été le premier pas en fait du monde Nestlé, où ils ont prototypé des sites sur cette plateforme. Pourquoi ? Parce que c'était la seule à l'époque qui plus ou moins bien gérait les langues asiatiques. Donc voilà, ça a été un premier contact avec société que j'ai rejoint juste après. D'accord, donc ça, cette société, on peut la nommer Nestlé ? Non, mais avant Nestlé, le Cross System, oui, voilà, qui t'a permis de faire tout à fait, le jump vers Nestlé. Oui. Bon, oui. Qui m'a surtout permis d'acquérir toutes les techniques de gestion de projet, de gestion du risque lié au projet, des rôles et responsabilités liés à un projet e-commerce. Parce bien sûr, on a un lead côté commercial marketing, mais on a une connectique forte avec un ERP, avec un système logistique, avec tous ces composants-là. Tu es dans des dimensions plus IT que ce que tu n'as jamais été, ou c'est une vue de l'esprit ? Certainement que c'est via cette expérience que j'ai eu le plus la brique technologique plutôt que technique. Technologique forte, c'est les solutions e-commerce, c'est comment les connecter avec des CRM, avec des ERP, par exemple. C'est ça, ouais. Donc, c'est quoi, début 2011, tu arrives chez Nestlé ?
Ouais, à peu de choses près, 2011. Ouais. 2011, tu arrives chez Nestlé. Et là, Nestlé te recrute pour quel type de sujet? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, e-commerce, je comprends, mais c'est vaste. C'est quoi la situation que tu découvres chez Nestlé en arrivant? Quelle est ta lettre de mission? Alors, déjà, je me suis rendu compte maintenant, en fait, en repensant à tout ça, que j'étais souvent dans une proportion sur des créations de postes. Donc, chez Nestlé, c'était le cas. Okay. La Redoute, c'était le cas. Et pour Nestlé, il y avait une problématique assez différente en comparaison de la Redoute. C'est clairement, ils gèrent leurs clients, ils sont garants et responsables de l'intégralité du process. Ça va de l'acquisition du trafic à une expérience en ligne qui soit la meilleure possible, jusqu'à l'arrivée du colis, le service client, enfin vraiment une expérience de A à Z qui soit parfaitement maîtrisée. Nestlé, leur point de départ, c'est qu'ils livrent des palettes à des magasins. La connexion avec le client final, elle est assez rompu. Bien sûr, il y a des analyses, il y a des enquêtes, des instituts très connus qui donnent beaucoup de data sur les habitudes de consommation, les fréquences d'achat, etc., etc. Mais c'est un tout autre monde que d'être en contact réel et direct et via le canal e-commerce avec les clients finaux. Donc l'objectif était double chez Nestlé. Premièrement, c'était de développer la première plateforme D2C, donc Direct to Consumer, multimarque de l'univers Nestlé. Donc l'univers Nestlé hors Nespresso. Nespresso étant un business et un satellite très très particulier et très fort chez Nestlé. Donc les marques, tu peux en citer quelques-unes juste pour les auditeurs, pour oui, une idée de ce que c'est que il y a différentes catégories. Le portefeuille. Les plus connues, alors la plus gourmande c'est le chocolat, Nestlé Chocolat en France ou d'autres marques en Suisse. C'est une marque qui est très connue en Suisse qui s'appelle Caillé, qui est concurrent direct de Lindt. Après on a tout ce qui est pet food, donc aliments pour les animaux. Baby food, alors là j'ai cité les trois pôles. Pardon ? C'est des pôles à part Oui, donc Nestlé Beba en France par exemple, vous avez ces marques-là. Elles dépendent de chaque pays, c'est la complexité de l'univers Nestlé. En pet food, c'est Purina, toutes les marques Purina, donc il y en a un certain nombre qui s'adressent à différents publics. Grand portefeuille de marques. Oui, donc 5 catégories, là j'en ai cité 3, mais il y en a 5, il y avait l'eau aussi. Gros défi. Énorme défi. Donc toi, en fait, en arrivant sur cette fonction e-commerce, elle est transverse à toutes les marques. Oui. Donc tu arrives là, le poste se crée, tu as toutes ces marques emblématiques, mondialement connues, pour lesquelles il va falloir faire quelque chose en termes de e-commerce. Oui. C'est un peu ça ? C'est un peu ça. Comment tu commences ? Alors, comment on commence ? Premièrement, et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai vu en continu et ce qui fonctionne bien, je pense que c'est un ingrédient clé de l'e-commerce, c'est la confiance. Le premier directeur général de la Redoute Suisse, j'en ai parlé tout à l'heure, il a pu admettre un statisticien dans une fonction commerciale. Là, j'ai eu un chef de marché. Le chef de marché, c'est le directeur général du pays, donc de la Suisse, qui est quelqu'un qui a une certaine importance, c'est un gros marché, la Suisse, marché natif de Nestlé, et qui, peu de temps après mon arrivée, me laissant à peu près 2-3 mois pour analyser, pour préparer le terrain, m'a dit, voilà, il y a bientôt Noël, il semble, d'après ce que tu nous dis, que c'est la période clé de l'e-commerce, il y a 3 mois pour livrer un site e-commerce. Monocatégorie à l'époque, chocolat uniquement, mais 3 mois de A à Z. Donc logistique, service client, paiement, front, évidemment, le tout en 3 mois. Donc là, tu es dans une organisation qui travaille, qui sait livrer, enfin qui sait faire les choses, organiser les choses pour du B2B. Oui. Avec une organisation huilée qui existe depuis toujours. Et en 3 mois, tu dois mettre en place un canal de vente e-commerce, donc directement vers le consommateur. Oui. Avec une logistique qui n'est pas forcément habituée à faire du B2C. Oui. Et il va falloir faire de l'acquisition. En termes de culture d'entreprise, comment tu arrives à faire gérer ce projet en interne ? Alors, je pense qu'à partir du moment où j'ai senti cette confiance, cette impulsion très forte, parce qu'elle est vraiment fondamentale, j'insiste là-dessus, je pense que tout nouveau business, quand il y a beaucoup d'incertitudes, c'est radicalement nouveau. Un projet e-commerce à l'époque moyen, c'était 12 à 18 mois. Clairement, il y avait beaucoup d'autres exemples en interne. Donc là, il faut faire passer déjà l'idée qu'on va pouvoir le faire en 3 mois, avec une architecture, une organisation qui peut être lourde.
On doit être connecté aux teams globaux, e-commerce globaux, donc de se dire, voilà, si je veux telle solution, il faut que... il y a la sécurité informatique, il y a toutes ces entités-là, je ne vais pas revenir en détail, mais il y en a beaucoup. Donc il faut partir déjà de ce point-là. Après, un peu background de la Redoute, c'était d'avoir des spécifications fonctionnelles et j'allais dire techniques, technologiques qui soient très précises, pour se dire, voilà, quand on présente au top management le livrable, tout le monde a une bonne image mentale de mi-novembre, ce qui était le cas. Voilà ce que vous allez avoir comme plateforme, visuellement, au niveau des services. Là, tu utilises une plateforme de marché, tu utilises un Magento. Donc, ça a été le premier changement, c'est qu'il a fallu faire passer l'idée de déployer Magento, cette fois-ci en réel. J'ai parlé tout à l'heure de ce prototype Nespresso. Là, c'était une plateforme réelle. Donc, qui avait vraiment vocation à être très visible, à peine 2 km à vol d'oiseau du siège global de Nestlé. Et donc, on a obtenu ce feu vert du groupe en disant, voilà, allez-y. On va observer un peu comment se passe le déploiement, sélectionner l'agence, dépêchez-vous, il y a à peu près 3 mois. Je prends les 3 composants. Il y a eu cette plateforme donc, qui a été validée, Magento. La composante service paiement, là on a eu beaucoup de chance parce que Nespresso a déjà des contrats qui roulaient. Donc c'est-à-dire que les techniques de paiement étaient déjà déployées par Nespresso, on les a complètement héritées. Le gros défi c'était la logistique. Comment parce qu'effectivement, c'était, comme tu dis, de la palette. Donc on a très très vite benchmarké, on s'est rendu compte qu'on avait un intérêt assez fort de travailler en liaison étroite avec un de nos stocks centraux, il y en a plusieurs en Suisse, mais un de nos stocks centraux était capable et avait gentiment commencé à travailler en B2C. On était loin du compte, mais on savait aussi que les volumes n'allaient pas arriver du jour au lendemain. Ça ne se crée pas non plus à cette vitesse-là. Ce qui est un enjeu d'autant plus fort quand on a un gros outil logistique qui sait faire du volume important en B2B, venir lui demander de faire, entre guillemets, du bricolage, c'est-à-dire un tout petit volume en B2C, c'est pas simple. Oui, puis au début, quand on passe nos commandes, parce qu'en fait on est client et on passe commande B2B aux stocks centraux, tout le monde nous regarde passer en souriant, en disant voilà, c'est des petits volumes, etc. Et c'est vrai qu'on leur a demandé ça. On a juste négocié une chose, c'est de ne pas être interconnecté de manière totale en 3 mois avec le WMS. D'accord. Donc comment vous faisiez ? Donc on passait des commandes sèches. Après on localisait et charge à nous de les vendre, sinon c'était perdu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de connexion. Donc tous les jours, ok. Voilà. Donc on a fait ça, on a entre guillemets dégradé l'assortiment et le service en se disant on va déjà commencer à ce niveau-là. Et on avait à peu près 1 an, c'est-à-dire le premier Noël, c'était vraiment le déploiement. Le deuxième Noël, on devait déjà montrer qu'on était dans les clous. Donc là, vous avez les résultats de ce premier Noël, ils sont atteints. Il y avait des KPI que vous aviez à... En toute transparence, non. Non, ils ne sont pas atteints ou non, il n'y a pas de KPI. Je m'étais battu sur le fait de dire on va... Et je reviendrai par la suite parce qu'il y a une partie du business model qui va se jouer. On va donc très vite déployer, être efficace, avoir un service client qui tienne la route. Par contre, il ne faudra pas s'attendre. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce qu'en termes de trafic, on ne l'avait pas. Ouais, mais c'est un sujet sur lequel je voudrais revenir 2 secondes. Oui. Tes chocolats, c'est des plaquettes de chocolat ? C'est plutôt des boîtes pralinées. Des boîtes pralinées. Tes consommateurs, les consommateurs Nestlé, sont habitués à les trouver dans la grande surface où ils vont faire leurs courses, très majoritairement, j'imagine. Du jour au lendemain, tu leur proposes une autre expérience d'achat qui est celle du e-commerce. Ma question est la suivante. Comment tu fais pour leur faire connaître l'existence de ton site et comment ensuite tu arrives à les convaincre de venir acheter sur ton site ? Les consommateurs, et arrête-moi si je me trompe, qui sont ceux de Nestlé qui achètent ces pralinés, ils vont faire leurs courses dans un supermarché et by the way, ils achètent aussi une boîte de pralinés. Mais ils ne vont pas, a priori, dans le supermarché pour acheter cette boîte de pralinés. Pourquoi iraient-ils spécialement sur un site internet dédié pour acheter cette boîte de pralinés ? Et c'est là, pour revenir à un petit peu ce parcours dont je parlais tout à l'heure, c'est là que j'aime et j'ai aimé découvrir différentes catégories pour
commencer parfois à faire des liens. Ne serait-ce qu'au sein de Nestlé, puis après on peut croiser avec d'autres sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, deux catégories ne se ressemblent pas. On a tout ce qui est culinaire, c'est pour faire des sauces, etc. C'est très très difficile à vendre en ligne parce que pour faire des sauces ou des plats, il faut plein d'autres ingrédients qu'on trouve qu'en magasin, qu'on trouve qu'en supermarché. Pour les chocolats, on a eu un certain nombre d'indicateurs, et après je viendrai sur un point qui a par contre fondamentalement changé la catégorie, mais qui montrait qu'elle était beaucoup plus basée sur l'impulsion, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins dans la planification d'un achat. Donc c'est aussi là que l'e-commerce, parfois, la mode c'est très compulsif d'acheter en mode. Donc on voit qu'on peut déclencher de manière très, très, très rapide un achat. Le deuxième point, c'est que les boîtes pralinées, avec 2 boîtes, on atteint un minimum d'achat qui rentabilise l'acte d'achat. 2 points. Le troisième point, faire connaître, oui, mais c'est pas seulement ça. Je vais donner un exemple très clair. Quand on a démarré, on était à 0,5% de taux de conversion. Le site est non viable à 0,5. C'est juste pas possible. La moyenne à l'époque, alors j'avais trouvé la stat, en France, les top 40 sites marchands français étaient à 2,5. Donc on a très clairement établi qu'en moins de 2 ans, il fallait qu'on arrive à ce taux-là. Donc on doit multiplier par 5 notre taux. Ça a été enrichir les modes de paiement, accélérer la logistique, donc livraison en 24 heures maximum. Et la nouveauté, et ça c'est la data qui nous a permis, on a commencé à capter des signaux faibles qui nous sont venus d'un autre monde, c'est le B2B. Certaines personnes nous ont dit, elles sont bien vos boîtes de chocolat, mais moi j'aimerais faire un cadeau d'entreprise pour la fin de l'année. J'aimerais bien mettre mon logo dessus. Et on a eu une demande, 2 demandes, 10 demandes, 20 demandes. Et on a commencé à se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache là derrière? La personnalisation. La personnalisation, quand on y pense, Lacoste, j'ai vu que c'était un des invités, je suis moi-même client D2C du site Lacoste, il y a la personnalisation du polo. On peut le personnaliser sur plein d'aspects. On a commencé en fait à penser. Ça m'est venu aussi de mon background photo finishing, de personnaliser à base de photos un produit fini, et on a lancé la boîte personnalisable à partir d'une unité, quand Lint permettait cette personnalisation à partir de 200 unités. D'accord, donc en fait, quelque part, n'importe quel particulier qui veut, pour l'anniversaire de sa grand-mère, de son frère ou de sa sœur, personnaliser la boîte, ou à Noël, personnaliser la boîte, le peut, alors que la concurrence ne le permet pas. Voilà, donc en fait, ce qu'on a fait, et là je vais revenir, puis pour peut-être refocaliser la grande problématique qui était derrière Nestlé, c'est de se dire, oui, on a des produits que tout le monde peut trouver par ailleurs partout, mais on a des points différenciants. Pour le pet food et le baby food, c'est le côté volume, c'est des gros volumes ou c'est des commandes régulières, donc on est vraiment sur l'aspect praticité pure et dure, c'est facile. Une jeune maman qui a un bébé à la maison, qui est tout jeune, a plein d'autres choses à faire que d'aller en magasin. Le pet food, c'est très lourd, les aliments. Pour le chocolat, on était dans une dimension très émotionnelle. Et les retailers, parce que mon deuxième job, c'était de m'asseoir à côté des grands retailers, suisses, parce que mon marché était la Suisse, et de discuter avec eux, de dire, voilà, moi, ce que j'aimerais au nom de Nestlé, c'est d'accélérer ma catégorie chez vous, comme partout ailleurs, sur l'e-commerce. Mais sur mon propre canal de vente, avec un service que le retailer ne voudra jamais copier ou proposer, parce que c'est une certaine complexité. On peut imaginer que personnaliser à la boîte, c'est quand même un certain process, c'était complètement automatisé. Donc l'outil logistique avait, il a fallu développer dans l'outil logistique l'étape permettant la personnalisation. Tout à fait. Donc on l'a complètement interfacé entre le front et le back. J'ai recontacté mes anciens collègues de Photolabo, je leur ai demandé pas mal de petits conseils. C'est là que je pense que le réseau, c'est un élément clé de succès. C'est de garder de la connectique, de se nourrir d'expériences d'autres catégories, parfois de les combiner entre elles pour arriver, en fait, effectivement, on a essayé de créer un service unique. Difficile de divulguer, mais ce que je peux dire, c'est qu'en termes de volume, je parlais du début, et qu'à la fin, la logistique nous considérait réellement en termes de volume. C'est-à-dire que là, on avait quelque chose d'assez équivalent au business traditionnel. D'accord, donc en combien de temps ? C'était au total, pour atteindre ces volumes-là, c'était au bout de 3 ans. Au bout de la 2e année, déjà, on était identifié. Donc en 3 ans, tu pars de zéro, le e-commerce n'existe pas, Nestlé est dans une organisation très, très traditionnelle de B2B, donc on va livrer des revendeurs. En 3 mois, tu branches un Magento, tu te débrouilles avec la logistique pour qu'il soit capable d'expédier des produits vers des consommateurs finaux. Le service client, peut-être que
tu l'outsources? Non, on avait un service consommateur qu'on a formé. Que tu as formé. On a vraiment progressivement diffusé ces process pour répondre. On a eu par exemple les avis clients qu'on a très très vite déployés pour être très très transparent sur est-ce qu'on sert correctement ou pas nos clients finaux. Et en cas d'étoile inférieure ou égale à 3, le service client était mis dans la boucle et répondait à toutes... D'accord. Donc tout ça est internalisé. Oui. Très vite, tu comprends qu'il y a un élément, parce que tu écoutes les signaux extérieurs, qui pourrait être vraiment différenciant, c'est la personnalisation dès la première boîte, et je pense que c'est important de préciser dès la première boîte, en termes de qualité de service perçu par le consommateur et d'enjeux internes en termes logistiques. Oui. Et ça fait exploser les compteurs, si je comprends bien. Oui, complètement. Ça a tout changé. Ça a tout changé en termes de dimensionnement. À partir de ce moment-là, tu nous expliquais qu'au début, la connexion entre le Magento et le WMS, c'était pas tout à fait ça. Petit à petit, ça a dû... on a juste demandé 4 mois de répit. En janvier, on avait passé Noël, on travaillait directement sur l'interfaçage. Voilà. Et ça fonctionne. Tes clients, tu allais les chercher comment ? Tu as fait des campagnes d'acquisition traditionnelles ? Comment tu as fait ? Alors là, maintenant, une fois que le principal délivrable était en place, retour aux sources, le CRM, l'analytique, les data, de se dire, et donc on a mis des outils de marketing automation, on a déployé du push notification à l'époque, c'était des techniques, on était vers 2013-2014, c'était assez nouveau sur mobile, on avait vu mois après mois la croissance du trafic mobile exploser, on cherchait des techniques appropriées pour relancer, que ce soit en desktop ou en mobile. Donc il y a toute une palette. Donc on parle d'emailing, ciblé, automatisé, personnalisé. On parle de notion de récence-fréquence, pas seulement d'achat. Je pense que c'est là où j'ai eu avec un provider, peut-être je vais le citer, une société qui s'appelle Tag Commander, une fonction, et c'est ce qui me plaît dans les fonctions e-commerce, il y a une vraie possibilité d'innover, de tester, d'apprendre. Et sur cet aspect-là, au sein de Nestlé, on a pu déployer une solution de tag management, mais avec une capture d'un niveau de signaux très faibles, une granularité de data qui nous permettait de recibler les personnes, faire du retargeting interne ou externe, donc d'échanger ça avec des réseaux de retargeting, on va dire de manière globale open web, comme sur notre propre site pour faire de la personnalisation temps réel. Et là, on est rentré, je parlais tout à l'heure du taux de conversion. La chose qu'on partage avec Nespresso, nos business étaient très différents. Nespresso, c'est du très très gros volume. Mais ce qu'on partageait autour de la table, c'est de dire le taux de conversion est le roi. Si on n'a pas le taux de conversion qui suit... Tu as réussi à passer les 2,5 ? Oui, on en frôlait les 3 à la fin. C'était, je pense... C'est la moyenne très très haute. Je pense que c'était peut-être collectivement la satisfaction, parce que je parle de service client, je parle de toutes ces composantes de la logistique, toutes celles-là y participent. On ne peut pas arriver à effectivement atteindre celui-là et celui que je suivais en permanence si on n'arrive pas vraiment à tirer dans le même sens, à se coordonner, à pousser les nouveaux services, à les identifier. La personnalisation, je ne vais pas vous dire que ça s'est passé parfaitement dès le départ. Il y a des consommateurs ou des clients B2B, parce que c'était vraiment un service qui s'adressait aux deux, et là j'insiste là-dessus, mais qui ne comprenaient pas. On avait, je ne veux pas étiqueter les personnes, mais des personnes parfois moins au fait de drag and drop, je place ma photo comme je veux, certains mettaient un texte hyper long qui explosait le template, voilà des choses bêtes. Et c'est parce qu'on a réussi à se recoordonner et à sans arrêt apprendre et à réaffiner le modèle qu'on a pu effectivement arriver à quelque chose de... Donc en conclusion sur le sujet de Nestlé, pour une marque qui distribue... historiquement dans un mode B2B, B2B2C, l'existence dans le e-commerce passe par une offre de service singulière, par exemple comme la personnalisation pour une marque, pour illustrer à peu près ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que Oui, moi je pense qu'en tout cas il faut une offre de service différenciante qui soit unique et qui puisse vraiment jouer la complémentarité avec d'autres canaux plus traditionnels. Ce que ça a, je pense, j'espère, permis de faire aussi au sein de Nestlé, c'est de mettre vraiment ce focus sur le client final, de mieux le comprendre, et après, j'allais dire, de repartager cette connaissance-là avec nos clients, nos retailers, parce qu'eux n'ont pas forcément, au niveau de chaque catégorie, eux, ils ont une expérience globale de leur site, et c'est déjà un beau challenge pour les grands retailers. Nous, on a
connaissance plus profonde de nos propres catégories pour se dire que le chocolat est émotionnel, que le baby food, donc pour les bébés, va être beaucoup plus sur des notions de pratiques et très utile pour la maman. Voilà, et c'est toute la valeur ajoutée des marques face aux retailers. Je pense que la data là-dessus nourrit tout ça. D'accord, donc on arrive fin 2016, non, début 2016. Quelque chose comme ça. Voilà, il y a une nouvelle page qui se tourne, un nouveau chapitre de ton parcours qui s'écrit chez S.C. Johnson. Alors S.C. Johnson, peut-être que pour un certain nombre d'auditeurs ça ne dit rien, mais c'est un portefeuille de marques ultra connues. On peut citer Canard, Bégon, Kiwi, Glade, voilà. Prise précédemment. Voilà. C'est des produits de grande consommation à destination, des produits ménagers pour la maison, c'est ça, comment on les qualifie? Oui, pour la maison et pour la personne. Voilà. Tu arrives dans cette société qui est une société américaine, une grosse multinationale américaine, basée en Suisse toujours. Tu arrives là avec une responsabilité peut-être élargie par rapport à celle de la Suisse, du moins c'est ce que laisse sous-entendre ton titre, e-commerce manager Europe. Donc ça veut dire qu'il y a des notions de cross-border qui doivent faire partie de ton quotidien. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors là, je citerai un grand retailer ou un grand client que tout le monde connaît, c'est certainement Amazon. Je pense que c'est un petit peu typiquement le type de client qui magnifie toutes ces problématiques et toutes ces discussions autour du cross-border, d'une régionalisation, parfois de l'internationalisation du business. On voit Alibaba, AliExpress qui investit aussi l'Europe. Donc on voit que les échanges se globalisent beaucoup plus. Il y aurait beaucoup à en dire. Quelle est la situation quand tu arrives? Oui. Quand j'arrive, donc premièrement, c'est une relation beaucoup plus basée sur du B2B pur et dur, j'allais dire. Le modèle D2C est beaucoup moins présent. Et on a globalement, au niveau de l'Europe, UK, France, Allemagne, Italie, l'Espagne, c'est à peu près les marchés qui dominent. Encore une prépondérance globalement des retailers traditionnels. Tesco, Asda en UK. Asda est une filiale de Walmart, le plus gros au niveau mondial. France, ça va être Carrefour, Leclerc, Auchan. En Italie, on a encore d'autres. En Allemagne également, Edeka, Rewe, DM, etc., etc. Enfin, toute une pléthore qui, en termes de business, représente la majorité des ventes, y compris en e-commerce, d'accord, sur l'Europe. Donc, il y a entre chaque marché différentes vitesses. C'est des marchés, du coup, j'ai oublié de le préciser, sur les retailers traditionnels, ils ne communiquent pas entre eux en termes de goods, de marchandises, en termes de flux, ça reste encore très, très managé en silo, de manière très locale. Donc, il n'y a pas cette problématique-là. On l'observe beaucoup plus avec les pure players, les grands acteurs de l'e-commerce pur. Amazon, à nouveau Alibaba, alors pas encore complètement sur la grande consommation, mais voilà, c'est pour ça que j'ai cité Amazon, parce que Amazon est un des rares réellement déployés à l'échelle européenne, avec UK et l'Allemagne qui sont deux très gros pays au niveau mondial pour Amazon. Ils font tous les deux partie du top 5 mondial pour Amazon. Donc là, il y a mais c'est une certaine complexité. Bon, donc tu arrives, tu as ça qui existe. Ouais. Quelle est ta lettre de mission chez S.C. Johnson? C'est de favoriser les ventes e-commerce, quels que soient les moyens. C'est quoi? C'est le fil conducteur c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est effectivement d'accélérer le canal, accélérer sa croissance. Je dirais maîtriser un peu les éléments financiers qui se cachent derrière, c'est-à-dire ne pas acheter ou accélérer à n'importe quel prix. Comment tu fais pour vendre du cirage kiwi sur du e-commerce? Mais comme on vend à peu près n'importe... Ça, c'est intéressant, parce que je pense que toutes les marques, quelle que soit la catégorie, quelle que soit la société qui se cache derrière, ont les mêmes problématiques. Il y a des produits et plein de catégories qui sont à 0,5 €, 1 €, 2 €, qui ont des faibles valeurs unitaires, et on a tout cela. J'ai pas de réponse unique. Chaque catégorie a sa vérité. Alors pour parler de kiwi, bon exemple. Dans le monde de la mode, ça s'appelle le choucare, entretien chaussures, ça va avec quoi? Avec des chaussures. Où est-ce qu'on vend des chaussures en ligne? Il y a des acteurs en Europe qui sont extrêmement forts. L'Europe est la seule région au niveau mondial où on a des acteurs
Je vais essayer d'en citer alors 3 minimum, c'est un peu la règle toujours. Avec Zalando, Azos et La Redoute. J'en ajoute partout. Voilà, et puis Sarenza, et puis voilà, et puis plein d'autres. Pardon à ceux que j'ai pas cités. Et tous ces acteurs-là sont des formidables relais de croissance de la catégorie, parce qu'on contextualise le produit. Le produit, il est naturellement placé, ce qu'on appelle les sneakers, c'est-à-dire les chaussures, les baskets un petit peu de ville, un petit peu plus qualitatives, qui est le grand trend. On porte de moins en moins des chaussures formelles. Voilà, là on a une alliance très très naturelle, on appellera du cross-upselling, c'est juste de la logique acheteur, j'ai besoin, c'est ce que tout le monde dit dans le magasin. Tu fais du bundle, enfin, mais ça peut être du bundle ou pas, et ça peut être simplement de proposer, voilà, vous avez acheté telle chaussure, nous on a le parfait complément. Alors là où se cache la complexité, c'est que parmi ces acteurs, certains sont en marketplace, certains sont en vente traditionnelle, B2B, donc on les livre et ils s'occupent du reste. C'est là que ça devient sympathique. Ouais, donc sur une place de marché, tu as le petit vendeur de chaussures italien qui va venir vendre en Allemagne ou au UK ou en France. Et il faut que le consommateur allemand, français ou anglais puisse choisir cette paire de chaussures. Il sait peut-être même pas que c'est un petit vendeur italien qui la vend. Et aussi additionner à cette vente-là un cirage kiwi. Oui. Et donc ce cirage kiwi, il est expédié par qui ? Alors à nouveau, on va plutôt se rapprocher sur un modèle traditionnel, et sur les places de marché, effectivement, ce sera à l'heure actuelle plutôt des petits sellers, des petits vendeurs qui vont, ou plus gros d'ailleurs, mais qui vont s'occuper de ce service client. D'accord, donc le petit vendeur avec italien. La chaussure, voilà, quelle que soit sa nationalité, mais avec la chaussure, lui, il a un panier. Je pense que la valeur minimale du panier c'est un aspect fondamental. On va jamais commander, on va jamais rentabiliser les frais d'expédition ou les frais de pick et packing. Mais c'est hyper intéressant. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est la stratégie que les marques peuvent mettre en place. On l'a vu chez Nestlé, direct to consumer, avec un site dédié et un service dédié, original de personnalisation de la boîte de chocolat. Et là, on prend volontairement, j'ai pris Kiwi qui a rien à voir, enfin du cirage, c'est pas du tout dans le... Et là, en fait, c'est pas direct to consumer, c'est l'association logique d'un produit, les chaussures, et du cirage qui est fait pour l'entretien de la chaussure. Et tu vas travailler en fait le réseau des personnes qui vendent des chaussures sur Internet pour leur dire, propose aussi à tes consommateurs d'acheter du cirage avec. Complètement. Donc certaines places de marché le permettent ou pas. On peut recibler des personnes sur certains sites de vente de mode, chaussures en ligne. Et ça, mon job, c'est d'analyser les potentiels de chaque client pour ceux qui pourront nous donner le plus de visibilité pertinente. La pertinence, c'est toujours la base. C'est de placer au bon moment, au bon endroit, avec le bon client en face de nous. La notion européenne de ton job, elle consiste à mettre en place une organisation des systèmes de vente à l'échelle européenne. C'est de maximiser ça, c'est de trouver... c'est quoi en fait la notion européenne de ton job ? L'e-commerce, de manière globale, c'est toujours un écosystème. L'écosystème, on va le déployer. Donc mon job, c'est de le déployer à l'échelle européenne. Et en travaillant au niveau marché, j'ai vraiment toujours la volonté de l'adapter à chaque marché. Je pense que ça, c'est absolument fondamental. On ne peut pas comparer la réalité du marché. Alors, je vais prendre les deux qui me semblent les plus éloignés, la France et l'Allemagne. L'Allemagne, Amazon est extrêmement fort. On ne peut pas réussir sur certaines catégories sans cet acteur très puissant qu'est Amazon. En France, les retailers plus traditionnels qui sont rentrés quand même dans l'e-commerce pendant depuis longtemps ont une part beaucoup plus forte. Donc, ne serait-ce que pour diffuser l'information produit, on a été tous soumis, et on est régulièrement soumis à des réglementations qui sont encore plus en plus précises. Donc tout ce qui est Product Information Management, on doit le travailler constamment, on doit sans arrêt enrichir l'information produit. Quand on revient sur la capture, j'étais en charge de la RGPD pour l'Europe avec nos teams US, d'être absolument clair sur notre politique des données. Toute marque capte de la donnée en échange potentiellement avec des third parties, avec des grands acteurs médias comme avec des retailers de plus en plus. Certains en France, et je pense que c'est là que va se situer une partie des défis futurs de l'e-commerce, c'est de maîtriser la data, de la maîtriser, je dirais. J'anticipe la question que j'allais te poser justement
pour arriver à la fin de cet échange-là. Voilà, tu parlais du scope, donc c'est un scope e-commerce global, c'est la relation commerciale, c'est l'information produit, c'est la gestion de l'assortiment, c'est l'ouverture des canaux et de l'ensemble des canaux, par exemple chez un Amazon, c'est de gérer la disponibilité la plus haute possible chez les retailers classiques, parce que on voit par exemple sur la France le modèle Drive. Le modèle Drive est d'une complexité qui est assez unique, presque au niveau mondial, où il faut s'assurer juste que le produit est disponible. Voilà. Donc c'est tous ces aspects-là. Et je pense que l'aspérité qu'on espère, j'essaie de développer le plus possible, c'est ce qu'on pourrait appeler du CRM déporté. C'est-à-dire que la marque n'a pas vocation à capter, à héberger, à structurer forcément toute la donnée consommateur. On n'a pas la même voilure que les grands retailers. On parle d'audiences qui n'ont rien à voir entre les retailers et les marques. Par contre, on a vocation à échanger de manière pertinente, sécurisée et très, j'allais dire très scénarisée par rapport à ces catégories. Tu parlais d'une, mais voilà, de mieux comprendre nos consommateurs, de mieux les cibler, de mieux mesurer le retour sur investissement et à partir de là, d'accélérer, de mettre nos investissements là où ils portent le plus et d'accélérer nos catégories pour accélérer plus vite que la concurrence. Voilà, c'est ce que j'ai pu vivre au sein de la Redoute, puis de Nestlé. Et puis voilà, c'est un des jobs. La data, c'est bien. Écoute, Olivier, un immense merci pour tout cet échange, enfin toute ton expérience que tu nous livres. C'est très intéressant de comprendre les enjeux des marques. Une petite dernière question avant le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut rentrer en contact avec toi? LinkedIn, Twitter? Oui, principalement sur LinkedIn. Je pense, voilà, si vous cherchez sur Olivier LinkedIn, Gosset, sur LinkedIn. Vous me trouverez assez facilement et je réponds assez vite à tout contact ou à toute demande d'informations supplémentaires. Bon, écoute Olivier, merci beaucoup pour ce temps, presque 1 heure. Merci pour ton témoignage. Merci à vous tous qui écoutez Digital Doers. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur iTunes, puis à partager le lien autour de vous. C'est important car c'est grâce à cela que les gens découvrent les Digital Doers. Merci encore à vous tous et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir.